Qui n'a pas un jour observé une abeille sur une fleur en train de butiner? Ce petit insecte ailé ne semble guère se préoccuper cependant de l'être humain qui l'observe. Tout juste pourra-t-il s'éloigner quelque peu si l'observateur trop curieux s'en approche de trop près. La butineuse ainsi dérangée ne montrera cependant jamais aucun signe d'agressivité à son égard. Que cherche donc ainsi l'abeille dans les fleurs? Un liquide sucré, le nectar et du pollen. Mais contrairement aux papillons ou aux autres insectes solitaires qui butinent pour eux-mêmes, l'abeille, insecte social, accomplit ici une collecte de nourriture pour la colonie dont elle dépend. Le nectar sera transformé en miel, aliment énergétique. Tandis que le pollen, seule source de protéines de la ruche, sera utilisé par les jeunes ouvrières dont la charge de nourrice des jeunes larves et de la reine nécessite une consommation importante de ce riche aliment. En partie stockés par les ouvrières, miel et pollen formeront les provisions indispensables à la survie de la colonie durant la mauvaise saison. L'abeille est, comme nous l'avons dit, un insecte social qui appartient à l'ordre des hyménoptères. Comme celui de tous les insectes, son corps est divisé en trois parties: la tête, le thorax et l'abdomen. Sur la tête, nous distinguons les yeux composés, les antennes et les pièces buccales. Sur le thorax, 4 ailes membraneuses, de petites et de grandes, et 3 paires de pattes. C'est sur les pattes postérieures que se trouve la corbeille à pollen. Dans son ouvrage des abeilles et leur élevage, Jean Louveau nous présente les 3 castes d'abeilles qui composent la colonie. Nous voyons de gauche à droite la reine, l'ouvrière et le mâle. La reine possède une langue courte, elle ne butine pas. Celle de l'ouvrière, par contre, est beaucoup plus développée. Pour le mâle, nous remarquerons notamment ses 2 gros yeux particulièrement caractéristiques. Dans une colonie, la reine est unique. Il y a environ 20 à 30 000 ouvrières, parfois plus, et quelques centaines de mâles, mais ceux-ci ne sont présents qu'à la belle saison. À l'état sauvage, les abeilles vivent dans des arbres creux, des anfractuosités de rochers, dans les cheminées ou entre les planchers et les plafonds des habitations. Cette colonie a élu domicile dans un tronc d'arbre creux. À l'entrée, gardiennes, ventileuses et butineuses rentrant des champs ou y allant s'affairent. À l'intérieur, les ouvrières sont serrées les unes contre les autres
assurant ainsi la régulation thermique du nid à couvain, là où la reine pond et où les jeunes sont élevés. Dans la ruche, les abeilles édifient des gâteaux de cire appelés rayons. Ils sont formés de petites logettes appelées alvéoles. Les rayons sont fixés au plafond et aux parois. Les alvéoles servent de berceau aux jeunes larves et à stocker des provisions de miel et de pollen. Sur ces très belles images d'Anne et de Jacques Six, extraites de la vie privée des abeilles, observons la construction d'un rayon. La cire nouvelle, vierge, est parfaitement blanche. Les ouvrières suspendues par les pattes semblent immobiles, digérant le miel qu'elles ont absorbé. Elles sont en train de sécréter de la cire. Elles forment de longues chaînes, les chaînes cirières, où certaines ouvrières ont parfois des positions très acrobatiques. Les écailles de cire qui se forment entre les segments abdominaux de l'abdomen des ouvrières cirières seront mastiquées, collées entre elles pour former les rayons nouveaux. Voici les écailles de cire recueillies sous un essaim en train de construire. La perte de quelques matériaux est fréquente en ce cas. Chaque écaille pèse environ 8 mg, il en faut donc à peu près 1 250 000 pour faire 1 kg. Vu à contre-jour, d'écailles de cire vierge, très pure et blanche, presque transparente. Chaque alvéole est hexagonale. Le fond de chacune est formé de 3 pans, correspondant chacun à celui de 3 autres cellules de la face opposée. Au cœur de cet essaim, regardons cette ébauche de rayons en construction, tandis que nous écoutons le bruissement incessant des ouvrières. Il arrive parfois que des colonies d'abeilles vivent au grand air, mais cela ne peut durer que quelques mois. Il leur est guère possible en effet de résister dans cet état aux rigueurs de l'hiver. Il s'agit le plus souvent d'installations artificielles qui leur sont imposées par l'apiculteur, comme ici, à la maison de l'abeille à Rocamadour. Et maintenant, nous allons faire un peu d'histoire. Pour loger ces abeilles, le mouchier d'autrefois confectionnait des ruches avec des matériaux rustiques dont il disposait dans sa région. Écorce de liège, troncs d'arbres évidés, paille cousue, vanneries, caisses diverses, etc. Comme nous le voyons ici sur cette planche de l'ouvrage L'homme et l'abeille de Philippe Marchenet, ou que nous allons voir grâce à quelques modèles de la collection de l'Oppida. Voici un tronc de châtaignier évidé provenant des Cévennes. Il était normalement recouvert d'une grande pierre appelée l'ose. Petite ruche, confectionnée dans un tronc de pommier creux provenant de Normandie. Ruche en vannerie, enduite de bouse de vache provenant de la même région. Dans la région landaise, très fortement peuplée en ruches autrefois, on confectionnait ces curieuses ruches en éclisse de châtaignier, enduites également de bouse de vache ou parfois d'argile. Dans d'autres régions, comme en Bretagne, les ruches étaient souvent fabriquées à l'aide d'un boudin de paille, généralement de seigle, cousu à l'aide d'une écorce de ronce. Ce modèle tronconique provient de l'ouest de la Normandie. Dans le Limousin, les ruches, qu'elles soient en paille ou en vannerie, avaient une base en bois dont les petits trous servaient d'entrée aux abeilles. Et pour finir, ruches à calotte. Ces ruches étaient généralement groupées dans un lieu tranquille, formant ce que l'on appelait autrefois un appier, que nous appelons rucher de nos jours, ici en Hollande. Cet autre dans le Caucase a également été photographié au début du siècle.
Jusqu'aux années 50, il n'était pas rare de trouver encore des ruchers importants, de ruches rustiques, souvent appelées vulgaires, avec leur toit de chaume qui les protégeait des intempéries. Ce type de rucher a pratiquement disparu de nos jours. Une des plus anciennes représentations de l'homme à la récolte du miel se trouve à la grotte de l'Araignée en Espagne. Elle date de 12 000 ans environ. Cette autre gravure rupestre, découverte en 1921 au Natal, nous montre une cueillette de miel en Afrique du Sud. La ressemblance est étrange avec la technique encore utilisée de nos jours, cette fois au Népal, plus de 10 000 ans plus tard, par Manilal, le héros du film de Chasseur de miel. Miniature du Xe siècle représentant la récolte du miel dans une ruche horizontale et à droite la cueillette d'anissin. Ici nous sommes au XVIe siècle. On remarquera la protection des apiculteurs, absente des iconographies plus anciennes. Enfin, voici l'introduction d'un essaim dans une ruche en paille au début du siècle. C'est au cours du XIXe siècle que les éleveurs d'abeilles cherchèrent à rendre mobiles les rayons de la ruche. De nombreuses tentatives plus ou moins heureuses, dont quelques-unes sont représentées ici, firent ainsi le jour. C'est encore à Philippe Marchenet que nous devons ces planches extraites de L'Homme et l'abeille. Ces recherches aboutirent il y a un peu plus d'un siècle au modèle que nous connaissons aujourd'hui, comprenant un plateau, un corps de ruche, une ou plusieurs hausses, un couvre-cadre et une toiture plate ou en forme de chalet. Mais pour rendre les rayons mobiles, empêcher qu'ils soient fixés aux parois, il fallait les encadrer. Un cadre comprend deux côtés, une base et une tête servant également à le suspendre dans la ruche. Cette barre porte aussi une rainure. On monte dans chaque cadre une armature métallique. L'armature achevée, on pose sur celle-ci une feuille de cire gaufrée mécaniquement. Celle-ci est introduite dans la rainure de tête. Il faudra ainsi monter 10 à 12 cadres par ruche, suivant les modèles. Il y a presque autant pour les hausses. Ce travail de préparation achevé, on soude la cire en faisant passer quelques secondes un courant électrique basse tension dans l'armature. Celle-ci s'échauffe donc et se noie dans la cire gaufrée. Finalement, un filet de cire chaude collera la feuille le long de la rainure. Introduits dans la ruche, les abeilles vont étirer les bords des empreintes d'alvéoles. En allongeront les parois, y ajouteront si besoin de la cire nouvelle, jusqu'à l'obtention de la profondeur voulue. La visite d'une ruche à cadre est généralement aisée. Point de tenue particulière si la colonie est douce et surtout si l'apiculteur est suffisamment expérimenté pour savoir comment l'aborder. Un enfumoir est cependant indispensable. La fumée, souvent produite avec des herbes sèches ou des aiguilles de pin, perturbe la colonie et doit, si elle est bien employée, neutraliser les signaux d'alarme des abeilles susceptibles de déclencher l'agressivité. L'examen des cadres permet à l'apiculteur d'observer le développement du couvain, d'en apprécier l'étendue, son bon état sanitaire. Il peut aussi juger de l'importance des provisions.
Celles-ci sont placées à la partie supérieure des cadres. Au centre, le nid à couvain. La reine peut aussi être contrôlée. Celle-ci se déplace sur les cadres à la recherche d'alvéoles vides dans lesquels elle pourra déposer ses œufs. Pour la trouver plus aisément, on la marque fréquemment d'une petite tache de peinture sur le thorax. L'observation de l'activité à l'entrée de la ruche, on dit aussi du trou de vol, peut apporter de précieux renseignements à l'apiculteur. Si la place vient à manquer dans la ruche, les ouvrières commencent à édifier des cellules particulières dans lesquelles de futures reines vont être élevées. Ce sont des cellules royales, prélude à un prochain essaimage. Ces cellules sont fréquemment édifiées à la base ou sur le côté des rayons. Peu de temps avant l'éclosion de ces cellules royales, la reine quitte la ruche avec une partie de la population. C'est un essaim. Celui-ci se fixera provisoirement sur un support d'attente, d'où il n'est pas toujours aisé de le déloger. Un secouage ayant échoué, la branche est coupée, puis descendue lentement jusqu'au sol. L'essaim est resté bien groupé. Les abeilles ne tarderont pas à monter dans le panier de récupération dont l'apiculteur leur a coiffé. Et tout le monde se retrouve dans cette nouvelle demeure qui ne sera en fait que provisoire. Placé sur une basse branche, cet essaim est facile à recueillir par simple secouage. Lorsque les abeilles se trouvent un nouveau logement, une ruche vide par exemple, elles n'attendent pas l'intervention de l'apiculteur. Elles prennent rapidement possession de cette nouvelle demeure. Ainsi peut se passer l'essaimage. Lorsque la population d'une ruche est suffisamment développée au printemps, il est nécessaire de l'agrandir, de poser une hausse suivant le terme consacré. La ruche est ouverte après avoir été enfumée. Encore quelques bouffées de fumée à la partie supérieure et la hausse va être posée. Plus tard, on pourra en poser une seconde, voire une troisième si nécessaire. Et l'activité de la colonie va pouvoir se poursuivre. Dans de nombreuses régions, les arboriculteurs font couramment appel aux apiculteurs pour qu'ils disposent des ruches dans leurs vergers. Les abeilles, au cours de leur butinage, assurent ainsi l'indispensable transport du pollen d'une fleur à l'autre, assurant ainsi la mise à fruit. C'est ce que l'on appelle la pollinisation.
Les ruches sont le plus souvent placées à même le sol, dans les rangées d'arbres à polliniser. Dans ce grand verger, les ruches sont réparties à l'aide d'un véhicule tout-terrain, à partir d'un camion, d'où elles sont arrivées tôt le matin, directement de l'exploitation de l'apiculteur. Dans les serres aussi, il faut des abeilles. Pour les fraisiers, pour les ronces, les courgettes, ainsi que pour les melons. Mais les hausses ne se rempliront de miel qu'avec l'arrivée des grandes floraisons. Citons par exemple les plantes oléagineuses telles que le colza ou le tournesol. Certains arbres comme les tilleuls, dont il existe de nombreuses variétés, ou les acacias. Les friches et les jachères, à la floraison variée, dont en particulier la facélie, si mellifère, ou encore les trèfles blancs. La flore méditerranéenne, avec les romarins, ou encore les lavandes. Et quand vient l'automne, les bruyères parfois si abondantes dans certaines de nos forêts. Inlassablement tout au long de l'été, les abeilles ont accumulé leurs provisions. C'est pour l'apiculteur enfin venu le moment de la récolte. Les hausses pleines de miel sont enlevées une à une. Ceux qui craignent d'agir ainsi, et il faut tout de même un certain entraînement, pourront faire leur récolte plus calmement, mais toujours en enfumant puis retirant les cadres bien pleins de miel, un à un. Élimineront les abeilles restantes à l'aide d'une brosse, mais ça ira tout de même moins vite. Les hausses débarrassées de leurs abeilles sont ensuite transportées à la miellerie. On les empile sur des chariots pour en faciliter le déplacement. Les têtes de cadre sont d'abord nettoyées.
puis les cadres décollés un à un. On procède ensuite à la désoperculation, c'est-à-dire que l'apiculteur coupe avec un couteau spécial l'ensemble des opercutes de cire qui ferment les cellules. Le cadre de bois guide la lame. L'opération peut se faire de haut en bas ou de bas en haut, au gré de l'opérateur. Les cadres sont ensuite placés dans un extracteur qui fera sortir le miel des alvéoles sous l'effet de la force centrifuge. Dans cette autre miellerie, tout est automatique. C'est une installation pour exploitation importante, permettant l'extraction de plusieurs tonnes de miel chaque jour. Le miel extrait et conditionné est enfin prêt pour la vente. Que ce soit sur les rayonnages d'une grande surface, comme ici, sur le modeste étal d'un apiculteur vendant sur le marché le produit de sa récolte, ou encore dans les exploitations disposant d'un magasin d'accueil important, le soin apporté par l'apiculteur à la qualité de son produit et à sa présentation doivent être les mêmes. Ce doit être pour le consommateur la meilleure des garanties. Nous vous avons présenté dans ce montage des extraits des ouvrages suivants. L'Homme et l'abeille de Philippe Marchenet, paru en 1979 aux éditions Berger-Levrault. Les abeilles et leur élevage de Jean Louveau, paru en 1985 aux éditions de l'Opida. Essai de l'apiculture de A.I. et E.R. Root, paru en 1909 aux éditions Bondonneau à Paris. Traduction de l'édition originale parue aux États-Unis en 1905. La vie privée des abeilles. Un merveilleux recueil de photographies de Anne et Jacques Six, paru en 1982 aux éditions Chêne Hachette. Le catalogue des établissements Thomas Féologe dans le Loiret pour la présentation du matériel.
enfin la cassette vidéo Chasseur des ténèbres, chasseur de miel, de Diane Summers, Alain Majani et Éric Valli, paru aux éditions MDI et diffusé par Film Office Distribution.